Le 28 juin 2025, le monde a retenu son souffle. 10 nations ont signé à Ouagadougou un acte qui a fait vaciller les boussoles de la politique mondiale. Les marchés se sont figés, les ambassades ont chuchoté et un nom s'est imposé au-delà des frontières. Ibrahim Traoré, un soldat devenu symbole d'une souveraineté retrouvée. Mais si la légitimité ne vient plus de l'Occident, que signifie-t-elle désormais pour l'Afrique elle-même? Et jusqu'où ce mouvement peut-il redéfinir l'équilibre du monde? Ce qui s'est joué ce matin-là dépassait un simple protocole. À travers la reconnaissance d'Ibrahim Traoré, une décennie d'attente silencieuse trouvait enfin sa voie. Le Burkina Faso ne cherchait plus l'approbation. Il proclamait la réciprocité, car derrière les drapeaux alignés et les hymnes solennels se dessinait une promesse, celle d'une Afrique qui parle d'égal à égal. Les enjeux n'étaient pas seulement diplomatiques, ils touchaient la structure même du pouvoir mondial. Qui décide, qui définit, qui distribue la légitimité. Les 10 signatures apposées sur le parchemin symbolisaient un basculement invisible, le retour du droit à l'autodéfinition. Pour les jeunes du Sahel, cette scène offrait un repère. Pour les chancelleries, un vertige. En un seul geste, le centre de gravité politique glissait vers le sud. Si ce moment paraît lointain, il concerne pourtant chaque économie, chaque société qui dépend d'un modèle d'autorisation. La véritable question n'est plus de savoir qui reconnaît qui, mais qui ose se reconnaître lui-même. C'est là que commence le pari le plus risqué de toute une génération africaine. La révélation est venue discrètement, presque comme un murmure amplifié par l'histoire. Ce 28 juin 2025, à 10 heures précises, les drapeaux de 10 nations africaines se sont inclinés dans la grande salle du palais présidentiel de Ouagadougou. Sous la lumière dorée du matin, les diplomates ont signé l'accord reconnaissant Ibrahim Traoré comme président légitime du Burkina Faso. 10 plumes, 10 gestes simples, mais un séisme symbolique. Les caméras du monde ont capté la cérémonie, mais les images ne disaient pas tout. Derrière chaque signature se lisait une rupture silencieuse avec un demi-siècle dans des domaines différents comme l'éducation, l'échange des groupes des mots simples. Nous n'avons pas besoin d'autorisation pour exister. Ce cri, qui paraissait local, a traversé continent et écran. Pendant que les hymnes résonnaient, les marchés financiers de Londres et de New York s'immobilisaient. En l'espace de 3 heures, les courbes de l'or et du cacao fluctuaient. Les analystes parlaient de recalibrage du risque. Ce que l'économie percevait comme une anomalie, l'Afrique le vivait comme une renaissance. Les chancelleries occidentales cherchèrent des réponses. Fallait-il condamner, négocier, observer? Mais dans cette confusion diplomatique, une certitude s'imposait. La souveraineté africaine ne serait plus un sujet d'étude, mais une réalité en marche. Et au cœur de cette mutation, Ibrahim Traoré devenait à la fois catalyseur et miroir, le reflet d'un continent qui, après tant d'attentes, se regarde enfin sans tuteur. Ce jour-là, la question n'était plus si le Burkina Faso pouvait se tenir debout seul, mais comment le monde s'ajusterait à ce nouvel équilibre. L'événement n'était pas une exception. Il marquait la fin d'une ère où l'Afrique devait demander la permission pour respirer. Dans l'histoire du 28 juin, un homme incarne la tension et l'espérance mêlée, Ibrahim Traoré. Ce jeune capitaine devenu chef d'État ne s'est pas présenté comme un sauveur, mais comme un témoin. Sa voix, calme et ferme, résonnait dans le palais comme un rappel. La reconnaissance ne vient plus de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Ces mots, répétés par les foules, ont transformé une cérémonie politique en manifeste moral. Derrière lui, 2 figures anonymes ont symbolisé le changement. La première, avec la boue là, les gens ne pouvaient pas venir facilement au racontait barrage. comment les manuels scolaires allaient enfin enseigner l'histoire du Burkina Faso, écrite par ses propres enseignants. La seconde, un agriculteur du Sahel, brandissait un sac de mil estampillé produit local hors de la terre. Ces vies ordinaires, projetées sur les écrans du monde, devenaient les premières preuves d'une haute autonomie vécue. Les premières heures après la signature ont vu s'enchaîner des gestes concrets, suspension des appels d'offres étrangers, lancement d'un plan de réinvestissement communautaire, audit des concessions minières. Les observateurs parlaient d'improvisation. Sur le terrain, c'était une respiration collective. Les institutions internationales hésitaient entre prudence et prévision. Le choc diplomatique se muait en contagion symbolique. Au Mali, au Niger, au Togo, les étudiants reprenaient les slogans de Ouagadougou,
Le sentiment d'appartenance, longtemps étouffé, renaissait comme une braise qu'aucun vent ne pouvait éteindre. Car au-delà de la politique, l'acte de ce jour-là posait une question simple. Que vaut l'indépendance si elle ne se vit pas au quotidien? Tout a commencé par un écho, puis le monde entier a écouté. À Ouagadougou, les tambours battaient, non pour célébrer une victoire militaire, mais pour scander un changement d'air. Ibrahim Traoré monta sur l'estrade, sans protocole fastueux, vêtu de son uniforme au lit. À 10h30, il déclara que la reconnaissance n'a plus besoin d'autorisation. La phrase s'envola au-dessus des drapeaux africains et atteignit en quelques minutes les salles de rédaction de Paris, Londres et Washington. Déclencheur. Les chaînes d'information interrompirent leur programme. Les analystes cherchaient à comprendre comment 10 nations pouvaient-elles redessiner la carte politique sans qu'aucune capitale occidentale n'ait donné son accord. Dans les coulisses, les lignes téléphoniques des ambassades s'embrasaient. Le marché de l'or bondissait de 3,4%. Les titres financiers parlaient de risque africain. Mais dans les Burkina Faso, ce mot avait un autre sens. Crescendo. En l'espace de 72 heures, les effets se propageaient à Accra. Les médias titraient « La souveraineté se propage comme une onde ». Au Mali, des étudiants peignaient sur les murs des portraits d'Ibrahim Traoré à côté de ceux de Thomas Sankara. Des manifestations pacifiques s'étendaient jusque dans les campus d'Abidjan et de Lomé. Chaque rassemblement ajoutait une note entre les experts de tous les deux pays. L'Afrique ne demande plus, la première dérive et répercussions. Les institutions internationales réagirent avec lenteur. J'avais demandé de plusieurs pays. L'Union européenne suspendit certaines aides. Pourtant, malgré les sanctions, le PIB du Burkina Faso bondit de 4,8% au trimestre suivant, soutenu par la nationalisation des revenus miniers. Les observateurs parlaient d'un tiara, d'un miracle paradoxal. La résistance devenait croissante. Pendant ce temps, à l'étranger, les débats faisaient rage. À Paris, des éditoriaux s'inquiétaient du glissement autoritaire. À Washington, on évoquait une nouvelle zone d'influence sino-russe. Mais dans les rues africaines, ces mots perdaient en leur sens. Car la véritable force de ce mouvement ne se mesurait pas en alliance, mais en confiance retrouvée. Désormais, le centre de gravité s'était déplacé. Les chancelleries pouvaient calculer les risques, mais pas quantifier l'élan. Les économistes cherchaient des graphiques. Les peuples, eux, avaient trouvé un rythme. Ce fut le tournant. La politique africaine, souvent décrite comme réactive, devenait proactive. Et au milieu de cette onde, Ibrahim Traoré incarnait la continuité tranquille du défi. Cette dynamique n'était pas une explosion, mais une expansion. Un passage du silence à la parole, de la dépendance à la définition. Le monde venait de comprendre que, parfois, la stabilité peut naître de la désobéissance. Les chiffres, longtemps absents des récits politiques africains, sont devenus ici la preuve la plus éloquente. 3 données ont suffi à montrer que la révolution menée par Ibrahim Traoré n'était pas une posture, mais un modèle économique en gestation. Premier indicateur, les revenus intérieurs. Entre juillet et décembre 2025, les recettes domestiques du Burkina Faso ont augmenté de 18 milliards de dollars. L'effet le plus visible de la nationalisation partielle des mines d'or et du rapatriement fiscal des exportations. Là où autrefois, travailler sur les domaines différents avec beaucoup de 24 heures, ils irriguent désormais les budgets régionaux. Écoles, routes, cliniques. Un économiste d'Ouagadougou l'a résumé ainsi. Chaque once d'or qui reste ici devient un mois de salaire pour un enseignant. Cette conversion de la ressource en redistribution a bouleversé les équilibres. Deuxième indicateur, la croissance du PIB. Alors que les prévisions du FMI tablaient sur une contraction de 2%, le pays a affiché une progression de 89% au 3e trimestre. Cette croissance modérée mais stable a surpris les observateurs. Les sanctions n'ont pas paralysé l'économie, elles ont forcé l'innovation. Les micro-réseaux d'énergie solaire, financés par les coopératives locales, ont généré près de 60 000 emplois. Ce chiffre, modeste en apparence, incarne une transformation profonde.
l'indépendance devient mesurable. Troisième indicateur, la stabilité monétaire. Malgré les restrictions de transfert imposées par certaines institutions, la monnaie burkinabé n'a perdu que 1,3% de sa valeur en 6 mois, un record régional. Les économistes parlent d'un effet Traoré, un équilibre psychologique avant d'être financier. Là où d'autres monnaies du Sahel dépendent encore des parités européennes, le franc burkinabé a tenu grâce à la confiance nationale. Ces trois courbes forment une histoire, celle d'une économie qui refuse la gravité imposée. Et derrière elle, un message implicite. La souveraineté n'est pas une idéologie, mais une équation. Les chancelleries occidentales peuvent contester la méthode, mais pas les chiffres. Chaque point de croissance devient une déclaration diplomatique, chaque milliard récupéré, un paragraphe dans un traité invisible. Le Burkina Faso prouve qu'un État africain peut être stable sans tutelle et crédible sans validation. Et dans cette arithmétique nouvelle, Ibrahim Traoré ne parle plus en slogan, mais en ratio. Ses discours citent des pourcentages au lieu de promesses, des délais au lieu de dogmes. À travers les données, il transforme la résistance en démonstration. Parce qu'au bout du compte, la statistique est une arme pacifique. Elle ne tire pas, elle prouve. Et ce qu'elle prouve, c'est qu'une nation peut, à la force de ses comptes, redessiner la carte morale du monde. Les débats autour de la trajectoire d'Ibrahim Traoré ont cristallisé deux visions irréconciliables du pouvoir africain. D'un côté, les défenseurs du réalisme institutionnel affirment que nul État ne peut survivre sans intégration à l'économie mondiale. Selon eux, le Burkina Faso, isolé par les sanctions, court vers une asphyxie progressive, baisse des investissements étrangers, raréfaction des liquidités, fuite des cerveaux. L'indépendance, disent-ils, n'a de sens autonomisation aussi dans le domaine de pharmaceutique et médical, dans le domaine d'énergie et de mines aussi. De l'autre, les partisans de la souveraineté intégrale avancent l'argument inverse. L'isolement est le prix de la cohérence. En se détachant du consensus imposé, Ibrahim Traoré aurait ouvert une brèche psychologique dans le système postcolonial. Il rappelle que les premiers mois de sanctions ont paradoxalement renforcé la confiance populaire. Les exportations locales ont trouvé de nouveaux débouchés en Afrique de l'Ouest, et les coopératives minières, autrefois dépendantes des intermédiaires étrangers, ont doublé leur marge brute. Les chiffres, bien que modestes, soutiennent cette position. Entre août et novembre 2025, la part des échanges intra-africains dans le commerce burkinabé est passée de 12% à 23%. Ce glissement discret illustre un renversement de dépendance. L'économie, jadis tournée vers l'extérieur, commence à respirer par ses propres poumons. Et la vérité réside peut-être entre les deux camps. Le réalisme sans autonomie conduit à la résignation, tandis que la souveraineté sans plan conduit à l'épuisement. Ibrahim Traoré, conscient de cette tension, tente d'inventer une troisième voie. Une interdépendance choisie. Il ne rejette pas les alliances, il les reconfigure. Ainsi, le Stillman n'est pas ici une défense aveugle d'un homme, mais d'une idée, celle que la maturité d'un État se mesure à sa capacité d'absorber la critique sans renier sa trajectoire. Dans le tumulte des opinions, le Burkina Faso avance, ni replié, ni soumis, simplement ajusté à sa propre gravité. Le silence aussi peut être une révélation. 8 mois après la signature du 28 juin, le tumulte médiatique s'est apaisé. Pourtant, au Burkina Faso, le réel changement se révélait dans les détails. Les marchés ouverts tard dans la nuit, les affiches peintes à la main, portant les mots « reconnaissance intérieure » et les chants d'enfants reprenant les phrases d'Ibrahim Traoré à la radio communautaire. C'est ici que la bascule s'opère. L'histoire n'appartient plus aux diplomates, mais aux habitants. La souveraineté, autrefois abstraite, devient quotidienne. Une facture d'électricité payée en monnaie locale, une école rénovée sans fonds étrangers, une voix qui ose contredire un ministre à l'antenne. Ces gestes minuscules dessinent un nouvel alphabet du pouvoir. Pour les observateurs étrangers, ce moment est un paradoxe. Plus le pays se ferme au flux extérieur, plus il semble respirer librement. Pour les Burkinabés, il n'y a pas de paradoxe, seulement la conséquence logique d'une promesse tenue. Ibrahim Traoré, dans sa sobriété militaire, n'a pas libéré un territoire, il a libéré un regard. Celui on est en train de faire l'économie des armées. Alors je veux que les produits qui vont rentrer dans les... d'Ibrahim Traoré
se sont rapidement matérialisés dans la vie quotidienne. Dans les villages du Sahel, les stations de pompage, autrefois dépendant des subventions étrangères, fonctionnent désormais grâce à des micro-réseaux solaires financés localement. Dans les villes, les coopératives d'artisans ont remplacé les entreprises sous-traitantes européennes. Les bénéfices, même modestes, ne quittent plus le pays. Ils circulent, se réinvestissent, s'additionnent. Pour les États voisins, le précédent burkinabé a bouleversé les équilibres régionaux. Le Mali, le Niger et la Guinée ont rejoint l'alliance des États du Sahel, instituant une défense mutuelle et une politique économique concertée. Les administrations s'inspirent des audits énergétiques et agricoles du Burkina Faso pour rédiger leur propre plan d'autonomie. Ce réseau n'est plus une utopie panafricaniste. C'est une réalité qui se chiffre. Les multinationales, surprises par la résilience burkinabé, ont dû renégocier. Certaines ont choisi la coopération, d'autres ont quitté le marché. Les contrats miniers, désormais publics, incluent des clauses de transparence inédites. La part des bénéfices réservés aux communautés locales atteint parfois 40%. Pour les observateurs, c'est un précédent juridique. Une économie de décision plutôt qu'une économie d'extraction. Le changement le plus profond est perceptible dans les regards. Les enseignants parlent de fierté budgétaire, les agriculteurs évoquent l'indépendance dans la graine, et les jeunes urbains lancent des start-up en langue mourée. Ce n'est plus un nationalisme de façade, c'est un pragmatisme social. Une génération entière redécouvre la valeur de produire, voter et consommer dans la même monnaie. À Washington, à Paris, à Pékin, les chancelleries observent. L'Afrique n'apparaît plus seulement comme une zone de crise ou de ressources, mais comme un laboratoire de modèles alternatifs. Certains diplomates parlent de syndrome Traoré, d'autres d'effet miroir. Car plus les Africains affirment leur autonomie, plus les puissances extérieures s'interrogent sur la nature même de leur influence. Et pourtant, derrière l'enthousiasme, plane une ombre, la contre-réaction. Des campagnes de désinformation circulent, des cyberattaques ciblent les institutions, des ONG alertent sur les risques de dérive. Le gouvernement répond par la transparence, publiant ses chiffres, invitant la presse à vérifier. Ce bras de fer n'est pas seulement politique, il redéfinit la confiance. Au final, la conséquence la plus visible n'est ni la croissance ni les accords, mais le glissement de perception. Le Burkina Faso n'est plus un pays pauvre au cœur du Sahel. Il est devenu un centre de gravité morale. Et à travers lui, Ibrahim Traoré a démontré qu'un acte de souveraineté peut être aussi viral qu'une innovation technologique. Il se propage par l'exemple. Chaque révolution entre dans une phase de gravité après son élan. Pour Ibrahim Traoré, les 12 mois à venir seront décisifs. Entre consolidation et turbulence, 3 trajectoires se dessinent. Imaginons maintenant un scénario numéro 1. Le Burkina Faso poursuit la voie actuelle. Les revenus miniers financent les infrastructures, la fiscalité locale se stabilise, la population conserve confiance. Dans cette hypothèse, la croissance reste proche de 5%, soutenue par la consommation intérieure et les échanges régionaux. Les alliances du Sahel se renforcent, notamment avec le Mali et le Niger, formant un bloc économique autonome. Ce scénario, prudent mais durable, ferait du pays un modèle de souveraineté rationnelle. Ni isolé, ni dépendant. Imaginons maintenant un scénario numéro 2. L'effet de contagion s'étend. Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest rejoignent l'alliance AES. Les investissements africains se substituent partiellement aux aides extérieures et une monnaie régionale, encore expérimentale, voit le jour. Dans ce contexte, le Burkina Faso deviendrait un pivot d'intégration africaine. Le risque principal serait logistique, la coordination entre États. Mais si la gouvernance tient, le pays pourrait dépasser 6% de croissance et devenir un centre d'équilibre politique inédit depuis l'époque de Sankara. Imaginons maintenant un scénario numéro 3. Les sanctions internationales s'intensifient, les flux commerciaux se réduisent, les tensions internes s'accumulent. L'enthousiasme populaire cède à la fatigue et l'opposition, soutenue de l'extérieur, exploite le mécontentement. Le pays basculerait alors dans une spirale de défiance,
revenant à la dépendance par nécessité. La légitimité d'Ibrahim Traoré serait mise à l'épreuve, non plus comme symbole, mais comme gestionnaire. Entre les trois, une constante, la lucidité. Le président burkinabé sait que chaque progrès exige un équilibre fragile entre idéal et endurance. L'avenir ne dépendra ni des sanctions, ni des soutiens, mais de la capacité à préserver la cohérence du projet. Le Burkina Faso s'avance donc comme un laboratoire de vérité. Que reste-t-il d'une indépendance quand elle doit survivre à sa propre victoire? Au-delà des chiffres et des discours, l'héritage d'Ibrahim Traoré s'incarne dans la vie des gens. À Kaya, une infirmière raconte que pour la première fois depuis des années, les médicaments arrivent sans retard, financés par les recettes nationales. À Bobo Dioulasso, un jeune forgeron répare des outils qu'il a lui-même conçus grâce à une coopérative de quartier. Ces histoires n'apparaissent dans aucun rapport, mais elles dessinent la texture d'une souveraineté vécue. Dans les écoles, les élèves apprennent désormais des chapitres intitulés « Histoire du Burkina Faso, racontée par nous-mêmes ». Ce simple changement transforme la perception d'une génération. Les enfants ne se voient plus comme des héritiers du manque, mais comme des bâtisseurs. Dans les cafés de Ouagadougou, on débat de politique sans crainte. Sur les ondes, les radios locales invitent les citoyens à proposer des réformes. L'autonomie devient conversation. Mais cette humanisation du pouvoir a aussi un coût. Les attentes montent, la pression aussi. Chacun veut des résultats visibles, immédiats. Ibrahim Traoré, conscient du danger de la déception, répète que la souveraineté n'est pas un miracle, c'est un effort quotidien. Une phrase simple, presque banale, mais qui agit comme un fil conducteur. Car au fond, la révolution burkinabé ne repose pas sur une idéologie abstraite, mais sur une relation restaurée entre l'État et ses citoyens. Ce n'est plus le pouvoir qui parle au peuple, c'est le peuple qui prête sa voix au pouvoir. Et cette inversion intime et lente pourrait bien être le changement le plus durable de tous. L'étape suivante de la souveraineté burkinabé ne repose pas sur des symboles, mais sur des mécanismes précis. Ibrahim Traoré l'a compris, sans structure, une révolution se dissout. Ainsi, une feuille de route en 5 axes guide désormais le pays vers une autonomie durable. Un conseil de transparence publique a été créé, composé majoritairement de représentants civils. Il supervise les contrats miniers, l'attribution des marchés et la gestion budgétaire. Chaque signature gouvernementale est désormais dans un registre numérique, accessible à tous. Les revenus de l'or et du coton, autrefois exportés, alimentent un fonds pour la reconstruction nationale. D'ici fin 2026, 35% des bénéfices miniers devront être réinjectés dans les infrastructures locales, écoles, hôpitaux, routes rurales. Le Burkina Faso établit des partenariats horizontaux avec d'autres États africains, échanges d'expertise, réseaux d'énergie, bourse d'études régionales. La logique n'est plus de dépendance mais d'interconnexion souveraine. Les programmes scolaires intègrent désormais l'économie communautaire et la gestion environnementale. Le savoir devient une ressource stratégique, non un produit d'importation. Chaque trimestre, un rapport de suivi public évalue les indicateurs clés, taux d'emploi local, production agricole, accès à l'électricité. Ces données ne sont pas de simples statistiques, elles servent de baromètre moral à la nation. Cette feuille de route traduit la philosophie d'Ibrahim Traoré. Bâtir un État qui se justifie par la clarté plutôt que par la promesse. Car la souveraineté, pour durer, doit se prouver autant qu'elle s'affirmer. Le soir tombe sur Ouagadougou et la lumière glisse sur les toits comme un souvenir. Dans le palais présidentiel, les drapeaux des 10 nations reposent derrière une vitre, témoin silencieux du jour où l'Afrique a cessé d'attendre. Ibrahim Traoré, seuls quelques instants avant une nouvelle allocution, regarde ce décor avec la gravité de ceux qui savent que le courage n'est jamais permanent. Au dehors, les tambours résonnent encore. Dans les marchés, les enfants chantent les paroles qu'il a prononcées un an plus tôt. La reconnaissance vient de l'intérieur. Ce refrain est devenu une prière collective. Le peuple ne célèbre plus un homme, mais l'idée qu'il a portée, celle d'un continent qui se regarde enfin sans permission. Le Burkina Faso n'est pas encore à l'abri. Les défis demeurent, les pressions reviennent, mais quelque chose d'irréversible s'est produit.
la croyance que la dignité peut être institutionnalisée. Et dans ce souffle suspendu entre la peur et la foi, le pays avance, pas à pas, comme s'il apprenait à respirer une seconde fois. Parce qu'au fond, c'est peut-être cela, la véritable révolution. Se tenir debout, non contre le monde, mais pour soi. Le récit du Burkina Faso ne s'achève pas avec un discours, mais avec une invitation. Car ce que Ibrahim Traoré a déclenché dépasse les frontières, les idéologies et les bilans comptables. C'est un rappel adressé à chacun de nous. La liberté ne se délègue pas, elle se cultive. Dans chaque pays, chaque ville, il existe des lieux où la souveraineté se réinvente. Dans une salle de classe, une ferme, un atelier, une idée partagée. Si ce mouvement du Sahel vous parle, ne le regardez pas comme une curiosité lointaine, mais comme un miroir. Ce que l'Afrique expérimente aujourd'hui, le monde devra tôt ou tard l'apprendre, qu'aucune nation, grande ou petite, n'est libre tant qu'elle dépend du consentement d'autrui pour exister. Alors, posez-vous la question, que signifie pour vous reconnaître de l'intérieur? Si cette histoire vous inspire, partagez-la, discutez-la, contredisez-la. Car c'est ainsi que naît la conversation mondiale que Ibrahim Traoré a voulu, une parole ouverte, sobre et libre. Et peut-être quelque part, une nouvelle page s'écrira, non par les puissants, mais par ceux qui ont enfin cessé de demander la permission d'être